podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bonsoir, Joe. Comment ça va? Bonsoir, bonjour, ça va très bien? Ben oui, très bien. Cool, écoute... Un autre épisode d'Intersection. Bienvenue à notre épisode d'Intersection. Aujourd'hui, je pense qu'on se fait plaisir. Ben oui. On se fait plaisir parce qu'on s'est comme donné une petite mission un peu en mode boule de cristal. Ouais. C'est la thématique. Ouais. C'est drôle parce que, bon, je pense qu'on couvre la tech indépendamment depuis des années, toi puis moi, puis j'ai toujours eu un touch point un peu annuel de regarder qu'est-ce qui s'était passé. Tu sais, la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé. Puis regarder un peu où est-ce qu'on s'en va. J'ai toujours eu un scope de, OK, c'est quoi les vraies tendances. Puis plus ça va, plus, en tout cas dans ma job, on me la demande des fois celle-là. Tu sais, Ben oui. on s'en va où, là? Exact. Moi c'est quelque chose qui m'anime de dire, OK, je veux voir c'est quoi. Je veux m'imaginer c'est quoi les grandes révolutions. Là. Ouais. Puis dans Révolution, il y a des révolutions dans 50 ans, il y a des révolutions dans 15 ans, mais il y a des révolutions dans qu'est-ce qui va s'en venir for real dans la prochaine année. Qu'est-ce qui va être peut-être palpable, peut-être pas par tout le monde, mais qu'on va voir des gens sur la planète qui vont commencer à faire des choses ou utiliser des choses qu'on n'avait pas vues encore. Mm-hmm. Fait que, ouais. Moi, je peux aller dans la dernière année nécessairement. Ben, OK. Moi, je me suis permis de, tu sais, je vais y aller at large. Il y a des choses que je pense que oui, sont proches de nous. Ouais. Il y en a d'autres que c'est difficile à dire, peut-être le time frame, ou potentiellement je vois que ces révolutions-là peuvent se passer. OK, j'aime ça. Mais c'est ça. OK. Fait que pour la petite histoire, donc on s'est lancé le défi de chacun de notre bord, regarder qu'est-ce qu'on pensait être des prévisions technologiques qui allaient s'en venir dans un futur plus ou moins rapproché. Moi, je l'ai comme regardé dans l'année qui s'en vient, mais mes sujets vont quand même... C'est pas vrai qu'il y a une révolution ou une tech qui sort cette année, elle sera plus utilisée l'année 2. Là. Fait que je veux dire, à quelque part, je pense que ça va s'entrecouper de manière... Assurément. Fait que... Puis je dois dire que moi, j'ai un peu triché. Oui. Parce qu'on utilise Miro pour monter nos sujets, nos contenus. Puis je suis comme tombé sur tes contenus. Voilà. Mais j'ai juste vu vite. J'ai pas fait « Ah, je suis tombé dessus, je vais aller lire. » Mais c'est ça. C'est comme, t'as vu les cadeaux en dessous de l'arbre, mais tu les as pas déballés, mais t'as vu la grosseur, puis il y en a un que tu vois que c'est un snow racer parce que la forme... Exact. OK. Cool. Ben... Tu veux-tu partir là-bas? OK, je pars le bal. Avec quelque chose qui est une absolue vérité, je pense, for real, puis on en parle beaucoup. Je dis beaucoup for real. On va me calmer sur le for real. Là. Mais à la question, hey Simon, qu'est-ce qui s'en vient dans l'année prochaine? À ma job, souvent, c'est des entrepreneurs avec qui je transige, puis ils sont pas tous tech. Puis là, qu'est-ce qui va s'en venir? Ben, c'est de l'AI, de l'intelligence artificielle partout. Ouais. Donc, on en a parlé dans d'autres épisodes avant. L'intelligence artificielle, ChatGPT, puis tout ça, il y a une belle petite révolution qui est là. C'est un outil qui a été mis dans la main de la masse. Et là, on va commencer à comprendre le scope complet de ce que ça peut faire. Exemple, le jour où... c'est drôle, j'invente ça, je sors avec ça sur le spot, là, mais le jour où la roue, elle a été inventée. La personne qui a inventé la roue, elle aurait-tu pu comprendre l'étendue des possibilités qui auraient pu arriver avec ça? Je pense que non. Absolument. Puis tu sais, je pense qu'il y a des croisements aussi à faire. Je veux dire, cette tech-là va se mélanger avec d'autres avancées qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas encore. Ouais. C'est clair que ça amène un pan de perspective là, très large. Très, très large. Puis dans le scope des choses tech qui sortent, il y en a que c'est des buzzwords, il y en a que c'est des trucs que tu dis, ouais, ok, mais ça va-tu passer l'épreuve du temps? On n'est pas... Mettons là comme quoi? Mettons tout ce qui est Web3, là, qui était une couple d'années, là, tu sais, les NFT et tout ça. Ouais. Je te garantis que j'entends plus tant parler de ça. Effectivement. En fait, pas plus tard qu'hier, j'étais comme genre, il faudrait que j'aille moi-même regarder ce qui se passe dans cette space-là parce qu'on dirait que ça doit... Je
sais pas. Là, c'est sûr qu'il y a de la recherche encore qui se fait là-dedans, mais ça n'a vraiment pas le prime spot C'est ça, présentement. c'est peut-être plus le même usage, puis le même hype qu'il y a eu, qui était effectivement sur l'idée de le soudainement, tout le monde devenait un artiste et vendait des œuvres, là, Ouais, c'est ou ça. achetait du stock là-dessus. Ah ouais. Enfin, mais ça reste que je pense que le fond de cette idée-là reste bon encore. C'est Ouais. peut-être juste que le bon usage qui fit avec ça pour le rendre sur l'adhésion globale, mettons, de tous, c'est peut-être pas encore là. Tu as touché à un point qui est vraiment important, c'est le hype. Ouais. Il y a Gartner qui fait Le cadran. le cadran, le hype, le cadran du hype là, de Gartner, les technologies. Fait que Gartner est comme une espèce de une entité, une organisation qui fait du survey sur le niveau de la technologie sur la planète dans plein de pans. Puis à chaque année, ils ont leur espèce de charte du hype qui est là. Puis t'as comme la courbe de la désillusion. Puis tout le monde est super dans le high. Là, tu t'en vas en bas complètement. Puis à un moment donné, on est comme genre, on réalise que voici où est-ce que ça va se stabiliser cette affaire-là. Mais il y a comme toujours une espèce de ah, c'est malade, c'est fou. Jusqu'à temps qu'on réalise que ouais, peut-être pas tant que ça. Puis c'est pas encore assez épuré, c'est pas assez travaillé. Jusqu'à temps qu'on le raffine. Puis là, on puisse vraiment penser à ce à quoi ça va servir. Ouais. Puis il y a ça dans le concept un peu de toutes les affaires qu'on va jaser aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a la notion de hype. Mais dans le cas de l'AI, je suis pas sûr que c'est pas. Il y a un hype, mais je pense que c'est un hype qui va quand même perdurer. C'est sûr que dans 20 ans, on va peut-être se dire hey, crime, on peut-être d'autres avec notre petit chat GPT quand on va avoir notre assistant robot qui va se promener puis qui va nous parler comme un humain. Puis bon, je suis dans de la sci-fi, mais peut-être ça, je pense qu'on va se rendre là éventuellement, même s'il y a des bouts qui font peur de ce que je viens de dire là. Mais pour le plus concrètement, parce que moi je le regardais dans l'année qui s'en vient, c'est des use cases. Tu sais, il y a de l'AI dans des outils actuels, mais il y a des cas d'usage qu'on n'a aucune idée. Puis moi, cette année, je m'attends à ce qu'il y ait énormément de cas d'usage qui pop. C'est déjà le cas. Il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas un cas d'usage qui existe, qui pop pas, qu'on ne savait pas qu'on aurait pu mixer ça ensemble. Encore là, tu sais, on en parlait dernièrement, puis c'est juste niaiseux, il fallait juste penser. On parlait au dernier épisode un petit peu du calendrier scolaire. Ouais. C'est pas compliqué. La commission scolaire, à chaque année, elle met un PDF super archaïque avec des dates dans un triangle, des dates dans un losange, des dates dans un cercle. Puis là, à mi-temps, moi, ma blonde, puis là, à mi-temps, elle m'envoie 30 invitations sur mon calendrier pour tout mettre ça. Quand tu prends le PDF, tu le garoches dans un AI, il comprend le contexte, tu dis peux-tu, s'il te plaît, m'extirper les dates de congé, de ceci, de cela? Mets-moi ça dans un fichier, puis on met ça dans un calendrier. Là, je vais donner un truc aussi à ta blonde. Vas-y. Au lieu de faire 30 invitations, tu fais un calendrier. Ouais, c'est ça. Et tu shares le calendrier. Exactement. C'est ça. On serait rendu là, mais on va skipper ça. Ouais, non. On va skipper ça. On va skipper ça, oui et non. Peut-être que non. Peut-être qu'on ne va pas le skipper. Puis peut-être que l'usage va venir, on le souhaite, du centre scolaire qui va fournir un fichier préfet ICS, iCall, Google Agenda, et limite, tu télécharges le fichier, pouf, tu mets ça dans les affaires et c'est réglé. Sans réouvrir la boîte de Pandore de l'autre épisode d'avant, mais oui, tu as raison, il y a peut-être une... Et what if, si en plus, il pouvait manager le calendrier, ce qui fait que ta journée pédagogique, flexible, au moment où finalement, il y a une tempête, on la flush, ben, elle n'est plus dans le calendar, puis pas te poser la question, hey, cette mobile-là, est encore bonne? Ça serait malade. J'ai reçu un courriel de la secrétaire, je pense, à ta minute. Puis elle s'est mêlée, fait qu'elle en a renvoyé un. Avec 2 erratums. Pièce jointe, en tout cas. QR code, code QR à scanner pour ouvrir le PDF. En tout cas. Fait que AI partout. Écoute, il y a ça, moi, qui me fait que c'est sûr que ça va se passer. Je regardais, il y a quelques semaines déjà, il y a ChatGPT 4o qui est sorti, qui est une version qui appelle eux autres, j'allais dire omnicanal, mais c'est multimodal. Donc, en français, là, qui permet de... L'AI peut voir via ta caméra, l'AI peut te parler via la voix, peut créer des images aussi, peut comprendre des images. Donc, ça devient une espèce encore là, c'est un use case qui est là. On mixe plusieurs médias potentiels, voix, images, vidéos. Fait qu'on n'a pas vu le bout là, de ça, j'ai l'impression. Ça nous fait oui, on est dans du créatif, mais ce créatif-là peut être aussi utilisé dans plein de business puis de style d'entreprise. Puis c'est su et connu avec
Bon, son nom, c'est Sam Altman, qui est à la tête de OpenAI. ChatGPT, GPT-5, ça s'en vient. On parle de fin 2024, début 2025. C'est pas encore 100% confirmé. Puis on s'en va où avec ça? Ben, des agents autonomes pour des tâches complexes, genre gérer tes courriels, gérer tes calendriers. Donc, tu vois, bref, on en parlait tout à l'heure. Fait que, tu sais, quand je disais l'AI va s'émisser partout, votre quotidien numérique, il va y avoir un AI à quelque part. Est-ce que ça va être un seul AI qui va rule them all pour se promener un peu partout? Ou mettons, vous faites affaire au bureau avec la suite Office, les AI de Office, les AI de Microsoft vont être là. Vous basculez sur le web, vous êtes sur votre chat GPT qui est là. Vous êtes sur votre Mac, le Mac va avoir son AI. Ça, c'est une autre affaire. Là, je fais un lien avec les objets connectés qu'on a parlé dans les premiers épisodes, où est-ce que ta maison est connectée, mais c'est comme 18 brands, là. Il n'y a rien qui se jase. Fait que là, Ouais. Mais là, c'est ça, parce que là, on est dans la guerre de qui va prendre le plus de place là-dedans. ouais. Là, pour l'instant, tout le monde semble évoluer à un bon rythme. Mais clairement, peut-être qu'un joueur comme OpenAI avait pris. A quand même, comment dire, dans l'histoire, c'est eux qui ont mis le pied à terre, les premiers sur la Lune. La pole position un Exact, peu. ça devrait que le drapeau. Mais rapidement, les gros joueurs qui ont les gros moyens, qui étaient peut-être pas loin dans leur plan de développement, ont tout de suite levé en arrière en disant oh, tu as vu Google qui a sorti Gemini. Ouais. Moi, je l'utilise beaucoup, je l'aime bien. Il y a Claude au niveau européen qui on entend parler. Donc, là, tu vois déjà, on a 3 brands majeurs qu'on entend plus parler. Puis, je majeur, Claude, pour moi, c'est pas un brand majeur, mais c'est un nom qu'on entend, qui a quand même une certaine force encore dans la considération dans le monde des geeks. Oui, c'est ça. J'en parle dans mon cercle d'amis. Personne ne connaît Claude. Non. Par contre, on a entendu parler de Gemini, puis on a entendu parler de ChatGPT. Ouais. Et de Copilote. J'ai oublié Copilote. Au niveau de Microsoft, exactement. Exact. Fait que tu sais, agent autonome pour des tâches complexes, des capacités multimodales, dont texte, image, vidéo, j'en ai parlé un petit peu. On parlait de génération vocale réaliste à partir de petits échantillons. Fait que ça existe déjà. Ouais. D'envoyer 15 secondes de la voix de quelqu'un, puis bing bang, tu es capable d'aller chercher une voix de synthèse sur cette personne-là. Fait que c'est sûr que tout ça, tu sais, je lisais là-dessus, le but, puis là, on regarde plus loin, le but de ces avancées-là en AI, c'est de se rendre à la fameuse intelligence artificielle générale. Là. Donc, on va pas nécessairement rentrer dans ce concept-là aujourd'hui parce que je ne veux pas prendre toute la pôle, le temps de glace avec ce sujet-là, mais il y a comme 3 grandes classes d'intelligence artificielle. Tu as l'ANI, qui est comme l'intelligence artificielle étroite, narrow. Tu as l'intelligence artificielle générale, qui est celle du milieu. Puis tu as la super intelligence artificielle, l'ASI. L'ASI, là, pour ceux qui se le demandent, ben, c'est celle qui serait un peu comme celle qui détruirait la Terre ou la rendrait la plus belle au monde, dans le sens où ce serait le Skynet de Terminator ou l'inverse. Je cherchais activement dans ma tête. C'est quoi le nom déjà? Skynet. Mais là, le médian de ça, c'est l'AGI, qui est l'intelligence artificielle générale, qui permettrait de faire énormément de choses. On n'est pas encore là, mais c'est la direction dans laquelle ils veulent prendre avec tous ces updates-là d'intelligence artificielle. Très cool, très très cool. Ouais, c'était mon premier point. Puis sans le savoir, dans ton premier point, tu t'ouvrais sur le mien. Let's go. Moi, dans le fond... Skynet? Non, mais en tout cas, oui et non. Okay. Moi, dans le fond, ce que je voulais amener, c'est les robots s'invitent dans nos foyers. Let's go. Tu as parlé de robotique en disant hey, les AI, on va peut-être avoir des robots, tout ça. Ouais. Je pense que c'est ma première prédiction, je pense qu'on est plus proche que jamais de ça. Puis c'est bon, là évidemment, quand je dis ça, vous voyez tous le robot avec des bras et tout, les robots qu'on peut déjà voir dans certains développements. Un humanoïde. Frontier, celui-là aussi de Elon Musk, dont le nom m'échappe. On en a parlé, etc. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres étapes avant. À la limite, la première version du robot risque d'être non physique, c'est-à-dire que on pense aux assistants personnels, justement, qui vont devenir un peu des mini Jarvis, là, si on ramène ça au monde de la science-fiction. On va avoir la conversation à faire avec un outil comme ça qui va pouvoir nous donner des réponses basées sur des contenus, va pouvoir se connecter à des objets de la maison qui permettent de le faire, etc. Donc, on va avoir une interaction intéressante. Puis il y a déjà Gemini, d'ailleurs,
qui a ouvert la porte sur des choses comme ça. Ils ont démontré là, que avec la prochaine version de assistant, pas d'assistant, mais de Google Nest, dans le fond, leur outil, avec, exemple, Ringtone, avec les sonnettes avec caméra et tout et tout. Puis la démonstration que l'outil pourrait dire « Ah, ben, moi, je pars de la maison. Oublie pas de dire aux enfants en venant ce soir de ne pas laisser leur vélo dans l'entrée. » Les enfants reviennent de l'école, ils laissent les vélos dans l'entrée. Léa, il l'a vu sur la caméra. Puis quand les enfants rentrent dans la maison, mais le Google, Google Home, il fait « Bonjour les enfants, message de votre père, n'oubliez pas d'enlever vos vélos dans l'allée. » Mais c'est un exemple qu'ils ont donné, mais quand tu regardes ça, c'est comme « Wow! » Là, après ça, ton imagination part, puis tu te dis il y en a, là, tu sais. Livraison Amazon, tu sais, genre, tu t'attends une livraison, là. Poup, hey, il y a un livreur qui vient de passer à 3h22. Tu sais, tu peux dire, OK, il est passé. T'sais. Donc, là, tu es capable de retourner dans l'historique de tout ça. T'sais. Ouais. C'est fou, là. C'est, ça, c'est juste la base. Ouais. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'actuellement, si tu fouilles un peu, il y a eu une grosse nouvelle qui est sortie sur Mac Rumors, où on parle de Apple. Ouais. Où on a parlé d'un tabletop robot. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça. Ouais, c'est une espèce de... Tu vois ça? Comme une espèce... Un des anciens Mac tout en un, mais là, c'est un gros écran avec un pod en dessous qui le tient. Qui pourrait pas nécessairement être obligé d'être gros. Tu pense à un iPad, par exemple. Fait que ça pourrait être un genre de base avec un petit bras articulé sur lequel tu viens déposer ton iPad. Puis à ce moment-là, il y a une reconnaissance qui se fait à ce moment-là, puis ça ouvre un software, un logiciel, puis ton appareil passe en mode tabletop robot. Puis l'avantage, c'est qu'encore une fois, sur un dispositif comme ça, on peut s'imaginer, puis c'est ce qu'on voit un peu dans les dessins qu'on perçoit, c'est que ce truc-là peut s'articuler, va tourner en fonction d'être dans le sens de la personne avec qui qui interagit. On peut même s'imaginer qu'Apple va pousser la note pour y mettre 2 yeux, une bouche, puis dans l'interface. On le voit, là. Exact. Ouais. Fait que là, soudainement, on est passé de l'assistant qui est comme physiquement, qui ressemble pas à un robot, à quelque chose qui commence à ressembler à un petit robot, mais qui bouge pas. T'sais? Ça s'invite dans nos maisons. Fait qu'on stimule c'est l'adhésion tranquillement, pas vite. On commence à rentrer l'idée dans les foyers, puis à un moment donné, on se retourne, puis là, soudainement, il y en a qui peut-être seront des vrais robots comme on se les imagine. Ils sont bons et puis sneaky, ces compagnies-là, d'essayer de rentrer ça tranquillement, pas vite dans nos maisons. Je me rappelle de Google Home, là, que je pense que j'en ai déjà parlé, que tu t'abonnais à Spotify, il en donnait. Fait que, puis c'est ça, t'en feed to the masses jusqu'à temps que ça devienne une normalité un petit peu. Fait que, parce que tout ce qui a unlocké ça, si on peut dire, c'est 2 grandes choses. Hein. C'est, pour ce qui est de l'aspect utilitaire, c'est l'AI. Donc, d'avoir maintenant un cerveau, quelque part, là, d'être capable d'avoir justement cette conversation-là avec l'outil, puis de savoir que le résultat qu'il va te donner va être basé sur une quantité, un LLM incroyable, une base de données qui va te sortir des réponses qui ont du sens. Ça, c'est une percée majeure pour la robotique. C'est majeur, oui. Puis le deuxième élément qui est en train d'évoluer tranquillement, c'est le fait de la batterie, l'autonomie, qui a un héritage actuellement qu'on est en train d'avoir de la tech, donc les téléphones et tout ça, qui est là rendu dans les véhicules automobiles, qui tantôt va peut-être effectivement devenir un avantage qui va se traduire par une technologie plus efficace dans les automobiles qui va ensuite se transformer dans des appareils comme potentiellement un petit robot. Absolument. Donc encore là, même en termes d'autonomie, on peut penser à votre Roomba. Là. C'est déjà dans nos foyers, c'est déjà un robot. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il fait le Roomba quand il n'y a plus de batterie? Il retourne sur son docking station. C'est ça. Donc, tu sais, quand on se projette, on pense à ça, ben, tout ce que ça prend, c'est des gens qui seraient prêts à accepter ça, que ça entre dans leur foyer. Là. C'est toujours un amalgame de tech, tu sais, je veux dire, quelque part, tu regardes l'ordinateur moderne, c'est un amalgame de petites, c'est une somme de petites découvertes, de grandes et de petites découvertes, puis à un moment donné, l'un met ça avec ça donne ceci, puis après ça dit, qu'on va faire telle affaire, pour donner une espèce de... Fait que cette espèce de robot-là autonome sera la somme de plein de technologies indépendantes, puis là, on est plus proche que jamais d'avoir
mis le doigt sur plein de composantes ou de familles de composantes très core à faire un robot qui va être très autonome et Absolument. proche de nos rêves de science-fiction. Là, tu sais. Ouais, ouais. Là, ça amène d'autres affaires, ça, là, parce que le jour où, je veux dire, on se paye un robot à 12 000 dans la maison, là, puis là... C'est sûr qu'au début, il risque d'avoir ça. Il risque d'avoir le facteur que c'est un produit qui va être un produit de luxe, C'est qui sûr. va être réservé aux gens qui ont les moyens C'est sûr. de se le payer. Mais tu sais, je pense que l'objectif, ça va être d'amener à ce qu'il puisse avoir une adhésion qui permette à un peu monsieur, madame, tout le monde ou une famille moyenne de se le payer. Tu sais. Ouais, ouais. Puis qu'est-ce qui dit qu'on va être obligé de se l'acheter aussi? On va le louer. Peut-être. Je vais te louer. Ah ouais. C'est un abonnement. Ah ouais. OK. Fait que là, OK. Jessie, la robot femme de ménage, arrive chez nous, puis elle est là pour... On extrapole, par exemple, des niveaux de services disponibles basés sur l'abonnement que tu payes pour ton robot. Hein. Ah mon Dieu, puis là, je vois déjà les hommes célibataires se taper le... Ah, je paye le premium level YouPorn. J'allais pas là. Mais... mais écoute, tu t'as ouvert la porte. Il y aura... Ouais, écoute, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme. Exactement. Voilà. Donc, mais bref, oui, tu sais, mais tu sais, juste en termes de capacité, tu pourrais dire effectivement, tu sais, il y a certains niveaux de choses que... Ouais, il y a une qualité de robot peut-être auquel tu peux avoir accès ou certaines choses. absolument. Ou ton robot t'a dit je vais vous servir vos céréales Cheerios, les céréales, là, tu sais, une pub avec. Là. Ah, il coûte moins cher parce qu'il est diverbial, il t'envoie de la pub. Il passe là, 2-3 pubs entre deux réponses. entre deux bouchées de raisin sec. OK, j'aime Voilà, ça. donc les robots s'invitent dans nos foyers. Moi, c'est ma prédiction. Je pense que on s'en va vers ça, puis plus vite qu'on le pense. Bon, ben mettons qu'on fait... je fais c'est une belle passe à la palette-ish pour mon prochain, qui serait le biohacking qui devient de plus en plus réel. Donc, oui, des robots, ça, potentiellement, mais nous, devenir de plus en plus améliorés en tant qu'être humain grâce à des devices électroniques, des devices numériques. Ce qui a lancé la perche à ce sujet-là, c'est on suit de proche la compagnie Neuralink de notre chum Musk, qui lui, Elon, il lâche pas les innovations. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a des bouts qu'il est capable parce qu'actuellement, c'est plus mon ami. Là. Non, c'est ça. Il y a bien des trucs qui sont moins le fun parce qu'il est chumé avec Trump en ce moment. Là, mais mettons qu'on set ça de côté. La compagnie Neuralink, moi, j'ai été abasourdi de voir dans la dernière année. Ça fait longtemps qu'on sait qu'ils veulent créer des implants qui vont venir dans la tête, se connecter avec le cerveau. Puis, tu vois, c'est conçu pour permettre aux patients de contrôler des appareils électroniques par la pensée. C'est un peu les premières implantations. Donc, on implante un device à des gens qui sont généralement paraplégiques, là, qui ont des membres qui ne fonctionnent plus. En fait, ceux-là qui on leur donne des capacités, dans le fond, qu'ils nous ont perdues. Qu'ils ont perdues. Mm-hmm. Mais là, c'est de la grosse science medtech de feu. Là. On s'interface directement avec le cerveau, puis on va prendre, des signaux électriques ou des signaux du cerveau pour venir contrôler quelque chose. Dans la vidéo, on savait qu'ils voulaient faire ça depuis longtemps. Cette année, ils l'ont réussi. Ils ont montré un gars, un type... genre de notre âge, tu sais, 35-40 ans, le gars, ça fait des années qu'il a perdu l'usage de tous ses membres. Puis là, du jour au lendemain, il a la puce. Il est devant un ordinateur. Il est capable de jouer aux échecs par la pensée. Il est capable de contrôler le curseur par la pensée. Il est capable de taper par la pensée sur un clavier virtuel. J'ai même lu dernièrement aussi qu'il jouait à Counter-Strike. Non, mais c'est fou, là. Tu sais, je veux dire... Oui, mettons, jouer à Pong, c'est une chose. Là. Ouais. Déplacer un curseur, Ouais. C'est faire des choses, à la limite, déplacer un pion aux échecs, c'est une chose. Ouais. Mais là, on parle d'un jeu... Un FPS, là, first on a person du shooter, mouvement où techniquement, on a une manette où on a contrôlé plusieurs paramètres. Mais là, lui, il n'y a rien aimé. Là. Je veux dire, tout se fait là. Là, tu vois, j'avais pas vu ça. Ouais. C'est fou. Ouais, Fou ouais. braque.
Fait qu'on est là, ça. Puis bon, Pour ceux qui connaissent Counter-Strike, pour ceux qui connaissent pas, Ouais. c'est un jeu de gun. ouais, exactement un jeu de gun. Tu tues du monde. Mais c'est parce que c'est pas le solitaire. Là. Non, 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 non. C'est plus compliqué que ça un peu. Là. Un 3D shooter, là, Ouais. classique. Ouais, exactement. Puis, fait que, tu sais, loin de moi et de toi, je pense, d'être des gens très proches de comment ça se gère cette tech-là, mais n'en est-il pas moins que ça vient influencer la société, ça vient influencer des humains qui sont dans des situations qui sont regrettables, puis que ça vient les amener plus loin. Ce qu'ils disaient, eux, au niveau des objectifs futurs de Neuralink, ils prévoient perfectionner les implants pour les rendre plus autonomes et capables de gérer des tâches complexes sans supervision humaine directement. Fait que ça va être de plus en plus fort. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, énormément de défis éthiques et sécuritaires. Bref, tu sais, je veux dire, tu joues dans le cerveau, mon chum. Là, je veux dire, c'est Ouais. compliqué. Puis, C'est pour ça que je pense qu'actuellement, le target est sur les gens qui, pour eux, tout potentiel gain est un bénéfice Ouais. en tout point. Ouais. Alors que, tu sais, toi puis moi, à l'heure actuelle, tu sais, on ne voit pas l'intérêt de s'ajouter un implant. Là. Non. C'est- Par contre, puis là, c'est là qu'on rentre dans les théories de futuristique. Euh, pas la théorie de l'alignement, mais il y a des gens qui... c'est comme une espèce de croyance puis ça a un nom, là, ça m'échappe, là, que l'être humain se rapproche de plus en plus. Singularité. C'est exactement ça. Merci, Jonathan. Grâce à ma visite de Singularity University, c'est un terme que je n'oublierai jamais. Ah ouais, bon, ok, voilà. Puis ça, c'est une visée qui existe. Fait que tu dis, tu sais, pour nous, on n'a pas besoin de ça. Ben, il y a du monde qui aimerait ça, peut-être, que même si j'ai pas un bras qui me manque ou je suis pas en chaise roulante, j'aimerais améliorer. Puis là, ça amène à tweaker l'humain. Là. Puis là, ça, tu rentres dans un bout un peu... Science-fiction, oui. à fond. Ouais. Ouais. Mais je pense que, peut-être pas bientôt, mais on va être rendu avant... Il va y avoir éventuellement du tweaking. Ben, là, je vais loin, là, mais moi, je pense qu'on va être capable de améliorer des trucs à notre corps humain, même si on n'est pas malade, là, on va pouvoir comme enhancer des affaires, améliorer des trucs, puis ça... Qui sommes-nous pour jouer avec la création de Dieu? Non, mais écoute, moi, j'ai jamais autant écouté de science-fiction en me disant, hey, ce que je vois là qui est très créatif, ben peut-être que c'est... Il y a peut-être un horizon pour ça. Ouais. Parce que c'est fou quand tu regardes ça puis tu reviens en arrière. Tu sais, il fut un temps où il y avait quelques éléments de la science-fiction qu'on dit ah ouais, check ça, c'est plausible, ça peut arriver. Puis j'ai comme l'impression qu'on dirait que là, tout ce qu'on voit dans la science-fiction a comme un potentiel qui est plus important que jamais. Hey, moi, je suis excité par ça. Ça Mais me fait peur. c'est ça, mais ça fait peur, là. C'est impressionnant. Fait que ce que tu dis là, les films de science-fiction où ah, toi, t'es-tu un hybride ou t'es naturel, là, je veux dire. Tu te rappelles-tu de Johnny Mnemonic? Ouais, exactement. Avec Kenny Reeves? Ouais, avec Kenny, ouais. Où dans le fond, il était un transporteur. Tout ce qu'il avait dans le cerveau, il avait effacé une portion de son passé Ouais. pour faire place à un disque dur. Puis, il était un transporteur d'informations numériques illégal. Écoute, c'est loin. Oui. Mais bref, ça, là, tu fais comme ouais, ok, fou. Hey, les producteurs qui ont pensé à. Les gens les réalisateurs qui ont pensé à ça, Des capotés, c'est là. la fumée du bon, là. Ouais, puis Mais turns out qu'il y a du monde qui ont pris ça puis qui ont fait comme il faut faire ça. Ouais, ça serait hot. ouais. Puis tu sais que la technologie puis les avancées scientifiques amènent à ça. Là, Exact. C'est impressionnant. Là. c'est très impressionnant. Fait que, Tu sais, même dans le bio aussi, moi, une tendance que je vois, c'est la capacité de reproduction d'organes. Tu sais, on peut printer un organe. Ouais. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on n'entend pas tant parler encore beaucoup, mais il y a des percées qui se sont faites là-dedans. Puis assurément, il y a des chercheurs puis il y a des gens qui travaillent très fort là-dessus parce que avec toutes les avancées qu'on a sur l'ADN puis tout ça, d'être capable de reproduire un organe qui va être non rejeté par ton système parce qu'il va avoir la signature originale, Ouais. c'est capoté. Là. C'est capoté. Fait que c'est des choses, tu sais, que oui, on en parle aujourd'hui puis on a l'air de des extraterrestres. Mais je ne sais pas dans quel horizon, mais il y a assurément un horizon où ce genre de choses-là, potentiellement, sont possibles. Pourquoi? Parce que, à quelque part, je pense que l'humain a toujours été intéressé par l'idée d'avoir la plus grande durée de vie possible. Le rêve d'être éternel et immortel. Le confort ultime aussi, je pense Ouais. que c'est une recherche du confort. Puis là, déjà là, on est extrêmement... On est dans de la watt. Là, Oh oui, vraiment. Du moins, en tout cas, de notre côté Ouais. ici de la planète. Là, Ouais. je veux dire, on est dans la grosse watt, mais ouais.
L'humain a toujours visé énormément plus haut. Mais on l'a dit, là, on est dans la boule de cristal. On s'est dit qu'on se permettait d'aller très loin. Fait que c'est correct que vous ne soyez pas nécessairement raccordé à 100% sur ce qu'on vous dit aujourd'hui, mais ça reste que il faut quand même regarder ça. Puis il faut se dire qu'il y a quand même des signaux importants là, qui permettent de croire que c'est des choses qui peuvent se concrétiser. Exactement. Ouais. Fait que Neuralink, moi Neuralink. c'était ça. C'était mon boule de cristal. J'ai hâte de voir les prochains parce qu'ils vont en mettre dans d'autres humains cette année. Fait que tu sais, ça va de plus en plus débloquer à ce niveau-là. Fait que c'était au niveau du biohacking, le hacking. Très intéressant. Ouais. Bon point. Toi, ton bar? What Je else? l'aime bien, ça. Là. OK, ton Puis, prochain? je suis allé avec une accroche vraiment pour provoquer un peu la réaction puis des gens, puis la réflexion là-dessus. Moi, ma deuxième prédiction, c'est que l'informatique quantique, c'est la bombe nucléaire des temps modernes. Oh, OK. Ouais. OK. Donc, Dis-moi en plus. oui, ben, tu sais, quand on regarde ce qui est devenu l'informatique quantique, c'est une révolution qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Ouais. On ne se fera pas de cachette, il existe de plus en plus d'appareils puis de nécessité de consommer des données puis des serveurs, etc., etc. Et l'informatique quantique, puis de calculer finalement, faire des calculs mathématiques parce que tout revient à ça. Puis l'informatique quantique, à quelque part, amène un certain edge, si on peut dire, un certain, potentiellement, quelque chose qui fait qu'une nation, que ce soit n'importe qui, pourrait arriver et avoir des avancées sur la quantique ou une puissance quantique suffisamment grande pour mettre en échec un autre pays. C'est là que je m'en vais. Je l'aime ton point. Tu comprends? Oui. Fait que je pense que sans qu'on s'en rende compte, actuellement, il y a une guerre à l'armement quantique. C'était un malade. Ouais. OK, je comprends. Fait que moi, c'est ce que je sens. Dans le sens où, tu sais, demain matin, encore une fois, on parle souvent de la Chine, mais imagine que la Chine, qui est un pays qui développe la tech énormément, réussit à pousser et à prendre un écart, exemple, avec ce que nos voisins, les Américains, ont. Ben, soudainement, ils ont une arme tangible entre les mains qui est invisible puis qui peuvent causer des dégâts majeurs. Puis ils peuvent le faire de façon sans nécessairement dire de faire un événement qui va tout défaire. Moi, je le ferais sournoisement. Ils peuvent être chirurgicales moi, je le dirais même pour pas. nuire à l'économie américaine, pour nuire aux élections, pour créer du chaos, etc. Je me servirais de ça, sneaky bastard, d'aller vraiment créer le chaos de façon très... sans trop faire un éclat que j'ai ça là, entre les mains. Là. Puis je pense que comme pour la bombe nucléaire, c'est important que rapidement, tous les pays réussissent à se mettre en joue. On dit, OK, ben nous aussi, on a le quantique, puis on est fort pour que personne se dise, on va utiliser ça. Parce que je pense que les possibilités, parce que oui, il y a du beau avec le quantique, parce qu'on se dit potentiellement, justement, le fait qu'on consomme énormément de calculs mathématiques, d'infrastructures, ben, le quantique va nous permettre de soudainement devenir beaucoup moins énergivore, puis ça fait partie de l'air du temps, même s'il y a encore des énormes défis, là, parce que ça chauffe sur un moyen temps, puis ça demande de l'eau. Pour refroidir ces appareils-là, mais encore une fois, comme n'importe quelle technologie, c'est des choses que j'imagine on va finir par adresser avec l'évolution de tout ça. Mais on peut penser qu'on va être capable de réduire des flottes d'infrastructures, puis d'utiliser peut-être moins d'énergie, puis d'avoir une puissance de calcul, puis une puissance de fonctionnement qui fait qu'on n'a plus besoin d'en parler. Là. Ça devient plus un enjeu. Là. C'est drôle parce que pendant mes vacances, j'ai écouté Oppenheimer, qui est sur la course à l'armement nucléaire. Puis il y a énormément de parallèles. Ben, juste ton titre là, parle un peu de ça. Fait que moi, ce que de ma vue, des conférences que j'ai vues là-dessus, puis des lectures que j'ai faites, tout le monde travaille là-dessus. Tout le monde est comme conscient que c'est pas pour tout de suite que ça va s'en venir, mais tout le monde veut mettre le doigt sur cette affaire-là partout sur la planète. Là. Puis juste pour peut-être rappeler à ceux qui sont peut-être loin de ça, c'est quoi peut-être juste faire un petit backtrack là-dessus. Tu me corriges, là, mais tu sais, un ordinateur standard, c'est des 0 et des 1 au niveau des états là, qu'on va être capable de faire. Puis tout ce que vous avez devant vous, ça fonctionne avec des 0 et des 1, puis ça calcule de même. Au niveau du quantique, c'est qu'entre le 0 et le 1, il y aurait une infinité de possibilités, si je me souviens bien. Je ne suis pas aussi connaisseur que toi sur le sujet. Bon, ben, de mémoire, puis vous me corrigerez, mais c'est le fait que... je ne suis pas allé dans le technique là, du quantique, mais je suis plus sur la théorie puis le concept en soi.
Puis ça amène au concept il y a du calcul. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est que, mettons, quand je rentre sur, moi, je suis chez TD ou chez Desjardins, hacker ton mot de passe. Là, présentement, les technologies actuelles, si moi je suis un pirate là, puis je veux essayer de hacker, mettons, ton mot de passe sur Desjardins, ça va me prendre avec les technologies actuelles, je vais dire un chiffre, là, 200 ans là, à cracker ça, tellement c'est complexe le mot de passe puis tout ça. Avec la technologie quantique, comme il y a une puissance de calcul qui est jamais vue, on est capable de réduire ça à je sais pas moi, un quart de seconde, puis on trouve. Donc, ça fait que la personne qui a ça entre les mains, qui réussit à rendre ça à l'échelle, parce que tu dis il y a des enjeux je pense, de chaleur qui est là, puis le matériel aussi, là, quand tu vois à quoi ça ressemble, cette patente-là, c'est une espèce de cloche de verre avec des trucs là-dedans, tu sais, c'est bien compliqué, là, mais la personne qui va être capable, puis ça fait pas encore énormément ce qu'on pense théoriquement que ça va être capable de faire en calcul, mais lorsqu'on va se rendre au calcul qui est possible, ça va être rendu comme un bâton à l'âge de pierre versus ce que on pourra avoir dans les mains là, avec la technologie quantique. Fait que j'ai bien Ça étant ton laptop. Ouais, c'est ça. Mon laptop, là. Ouais, fait que c'est... Puis je sais qu'au Québec, on a technologie quantique à Sherbrooke, si je me souviens bien. Ouais. On a une zone qui est là. Il y a des serveurs quantiques, il y a du matériel quantique, il y a de la recherche qui se fait là. Puis il y en a à plusieurs endroits sur la planète. Fait que, ouais. Intéressant. Ouais, je trouvais que c'était comme intéressant. Puis, comme tu dis, tu as écouté Oppenheimer. Puis, tout ce que tu as décrit comme élément, ça se rejoint. Justement, on en parle pas tant. Puis c'est quelque chose que tout le monde est très silencieux sur l'ampleur du potentiel. Ouais. C'est un peu la même chose là, avec le nucléaire. Là, c'était comme ça a l'air qu'eux autres ils ont développé de quoi, puis ça jouait un peu par en arrière. Ouais. Donc j'ai comme l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec le quantique aussi actuellement. Les gens ils reconnaissent la puissance terrible qu'il peut y avoir derrière l'arrivée de ça. Donc je pense que tout le monde justement travaille silencieusement derrière. Là. Donc, ouais. Puis là, regarde, tu vois, rajoute, c'est quoi du AI dans du quantique? C'est ça. C'est genre un AI qui va être probablement fluide comme toi et moi à l'heure actuelle dans la discussion. J'imagine. Je sais pas, j'ai jamais fait l'appariement des deux en ce moment. Le quantique, pour moi, c'était pour calculer beaucoup de choses. Puis l'AI, à sa plus simple expression, c'est des maths. Là. Ouais. C'est des calculs de probabilité puis d'attitude. C'est du traitement. Donc là, on passe on va rire de l'AI comme on la connaît actuelle, où là, on attend la réponse qu'on trouve que ça va vite. Là. Ouais, c'est ça. Dans les faits, là, on va être vraiment dans plus d'instantanéité. Là. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui parle de ça. Comme je te dis, moi, je vais dans les conférences de tech, puis là, oui, il y a des gens d'IBM qui arrivent et qui en parlent, mais ça fait pas la tribune tant que ça. Là, oui. On sait que ça existe, mais c'est pas ça qui fait genre. Il faut se poser la question du pourquoi aussi. C'est-tu parce que c'est pas tant avancé encore, ou parce qu'effectivement, il y a une certaine réserve par rapport au fait que c'est une arme qui, à mon sens, peut être terriblement puissante. Là. Et, comme dans Oppenheimer, les êtres humains, là, on fait des découvertes grâce à nos scientifiques, beaucoup. Ouais. À moins que ce soit toi qui fasses dans un party, tu mets deux affaires ensemble, tu dis j'ai découvert de quoi, là, mais tu sais, je pense que toi et moi, on n'est pas des scientifiques. Les scientifiques, en tant que tels, font des recherches. Dans Oppenheimer, ultimement, tous les scientifiques se connaissent. Les sommités dans des domaines se connaissent. Ouais. Fait que si c'est un Chinois, puis si c'est un Américain, un Canadien, n'importe quoi, quelqu'un en France, ils vont peut-être mettre le doigt sur le truc, mais là, ils sont dans des continents, des pays complètement différents, avec des perspectives différentes et des orientations différentes. Exact. Bref, tu sais. Allez voir Oppenheimer, vous allez tout comprendre. Si tu l'avais pas vu, écoutez-le. Ouais, c'est super intéressant. C'est long, on peut l'écouter en 2 shots. Là. Ma blonde n'a pas toffé. Là, mais c'est très, très voilà, bon. Je suis en gauche, mais je trouvais ça intéressant comme prédiction. Très cool. Bon, comment je rattache ça à mon autre sujet? C'est pas obligé. Non. Il n'y a pas d'obligation. Écoute, non. Je vais y aller peut-être d'un... Puis en même temps, tu sais, mes points, c'est des affaires... Mes prédictions, toutes mes prédictions aujourd'hui, c'est toutes des affaires qui sont là depuis un petit moment, mais qui vont prendre de plus en plus de place. Beaucoup, je pense.
L'AI partout, on a un petit peu tout ce qui s'en vient, ça va être gros. Le biohacking avec Neuralink, on en a un petit peu, mais je pense que ce qui va pouvoir s'en venir va être encore plus gros dans les prochaines années. Oui, puis là, on entend juste parler de Neuralink, mais il y a sûrement des produits oui. qui existent qui ne veulent pas être mainstream encore, puis qui font leurs travaux on the side. Là. Genre, c'est ça. Genre, OK, side note, là. Je sais pas sur quel site j'étais. C'est la startup la plus qui a aucun Christi de sens, mais que c'est fucké. Bref, il y a une startup, je pense aux États-Unis, qui clamait ramasser des fonds parce qu'il avait trouvé comment faire la transplantation d'une tête complète. OK. Puis là, ils ont fait une vidéo démo complète de genre en 3D, ils ont fait une simulation. Puis là, c'est vraiment, on va être capable là, de enlever la tête de quelqu'un, puis mettre la tête de quelqu'un d'autre, la mettre là. Puis je sais pourquoi je m'en vais là. Bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Ben, c'est à cause du biohacking, mais ça n'a aucun Christi de sens. J'enverrai ça. C'est juste très, 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 très drôle. Les gens en ligne étaient comme genre, mais quelle idée de start-up la plus ridicule. C'est impossible que ça marche, mais bon, who knows at some point. Mais ça a été vraiment. C'était quasiment un meme sur Internet qui avait vraiment des gens qui avaient voulu partir de cette start-up-là. By the way aussi, Vas-y. si les gens s'intéressent vraiment à des sujets là, comme ça, puis à des startups qui ont des idées folles, j'en ai ce que je te disais tantôt de la Singularity University. Ouais. C'est une université californienne dont c'est pour les startups. Et eux, ils n'incubent que des startups dont l'optique font partie des grands champs, là, comme au niveau de la... Ils s'attaquent aux plus grands problèmes mondiaux. Comme, évidemment, ils ont changé leur truc depuis que moi je les ai vus, mais des startups sur les changements climatiques, la bouffe. Je me souviens quand moi j'étais allé dans le temps, il y avait une startup qui était là, qui avait fait les manchettes, qui avait fait les journaux parce qu'il avait imprimé une boulette d'hamburger 3D printé, là, qui était comestible. Ouais. Donc, ils ont vraiment des produits de start-up, des entreprises start-up qui sont comme révolutionnaires sur des choses qui sont considérées comme étant des enjeux humains. Là. Ah, la première, c'est bonne. Fait que puis ce qui est fun aussi, c'est qu'ils ont évidemment, ils publient beaucoup de contenu, beaucoup de recherches, des trucs comme ça. Fait que c'est une infolette à laquelle, ou je sais pas aujourd'hui si on va dire avec un podcast, whatever. Mais clairement, si vous voulez vous tenir informé sur des trucs tech funky, là, c'est vraiment un super beau produit à regarder. On va aller voir ça. Cool. Ouais. Mon prochain point. Une continuation de ce que je vois depuis les dernières années. Dans le fond, passer de programmeur de mon côté, quand on programme quelque chose en informatique, on va programmer avec un langage de programmation, on va partir de rien. On va prendre, oui, des outils, mais on va bâtir une maison à partir de rien avec ces outils-là. Il y a une tendance qui est en très grande croissance depuis 3-4 ans. C'est tout ce qui s'appelle le low-code, no-code. Donc, absolument. De rendre possible à quelqu'un qui n'a pas nécessairement de connaissances en programmation, rendre possible à cette personne-là de prendre des outils, mais ce ne sera pas nécessairement du langage de programmation, des lignes de code qu'on va faire. On ne va pas prendre un langage de programmation pour écrire du code avec ça. On va plutôt prendre un outil qui va nous permettre de jouer avec une interface, drag and drop, glisser, déposer ce qu'on a besoin, avoir des fenêtres contextuelles de choix de ce qu'on veut faire. Donc, on ne code plus avec une ligne de code du langage de programmation. On a juste comme une interface où est-ce qu'on est capable de... On a des blocs Lego, puis tu es capable de faire ce que tu veux faire avec ça. Puis cette mouvance-là, moi, j'ai écrit, tu n'as plus besoin d'être programmeur pour construire quelque chose de relativement, je vais dire, solide. Moi, de ce que j'entends beaucoup du low-code, no-code, c'est que c'est sûr que tu ne peux pas bâtir le prochain, je sais pas moi, le prochain navigateur Chrome là, en no-code, low-code. On ne fait pas ça, genre non, de choses. pour l'instant, tu ne peux pas faire des applications robustes, complexes. Hein. C'est ça. Exact. Mais dans un contexte où tu veux faire pour ton entreprise, ta start-up, tu veux te faire quelque chose qui va fonctionner, que tu vas pouvoir à la limite peut-être générer certains petits revenus avec ça. Ça ne sera pas parfait, mais tu vas l'avoir bâti toi-même et c'est beaucoup l'autonomie. Absolument. Donc, on passe le pouvoir. Le programmeur n'est plus la seule bébite et l'unique bébite qui est capable de concevoir du numérique.
le citizen est capable, le commun du mortel peut être capable, s'il a Exact. la passion et la patience et la volonté de comprendre des concepts, Ouais, c'est ça. il va avoir des outils plus simples à sa portée. Ouais. Je pense que oui, mais je pense qu'il y a une gradation dans l'évolution du low-code, no-code. Ouais. Puis oui, effectivement, on peut en arriver à un point où ça va être encore plus facilitant que ce que ça l'est à l'heure actuelle. Ouais. Moi, j'en utilise du low-code, no-code. Là. Je suis un gros fan de Google AppSheet, OK. qui est la version low-code, no-code de Google. Ouais. Puis, ça prend quand même encore des notions de développeur. Il y a des choses qui sont encore relativement techniques à comprendre. Ouais. Fait que, on n'est pas à ce point-là encore, à moins d'être très, très, très curieux, de prendre le citoyen et dire « Hey, tu peux monter ton app. » Mais on le sait que ça pourra arriver là. Exactement. Effectivement, comme tu le dis. Fait que c'est super intéressant, Ouais, comme produit. D'ailleurs, je passe le mot, je trouve qu'à Québec, on en entend peu parler. Non. Moi, je suis dans des communautés européennes, en France notamment. C'est hyper populaire. Mm-hmm. Il y a des produits, il y a des grosses communautés d'échange sur low-code, no-code. Il y a une maudite belle opportunité d'essayer de rasseoir du monde autour d'une bière, puis de commencer à parler de low-code, no-code, puis de faire découvrir tout le potentiel de ça. Je suis d'accord avec toi, le mot n'est pas encore spreadé là, ici tant que ça. On a quelques joueurs, je pense à une agence ici à Québec, Apollo 13 / Spectrum, là, qui font beaucoup de low-code, no-code, se spécialisent là-dedans au niveau d'Apollo 13. Mais à part de ça, quelques joueurs, mais tu sais, le thinking en ce moment est encore le même. Si tu veux faire développer quelque chose, tu vas aller chercher une agence standard qui va qui va venir avec son lot de spécialistes, avec son prix aussi. Don't get me wrong, moi j'arrive de ce milieu-là, toi aussi, ça a sa pertinence à fond la caisse, mais il existe beaucoup de scénarios où tu n'as pas besoin de la Cadillac. Absolument. À 120 000, tu peux... Je suis la preuve vivante. J'ai un client monté en low-code, no-code qui écoute la réponse qu'ils se sont fait servir ici, c'était on va vous développer une app. Mais quand je suis arrivé, j'ai fait on n'a pas besoin de la développer custom, l'app. On va utiliser un produit low-code, no-code. Puis ça a été 10% du budget qu'il y avait eu en estimation. Exactement. Je ne dis pas ça parce que je suis content d'avoir fait ça, mais ça a été la réalité. Puis dans le 10%, moi j'étais bien heureux, eux étaient bien heureux. T'sais. Puis je pense qu'à quelque part, même les agences ou les boîtes de développement vont aussi trouver leur compte là-dedans. Dans le sens où je pense que les développeurs qui travaillent dans les boîtes, ce qu'ils veulent, c'est travailler sur des gros projets. Fait que les petits projets, justement, s'ils finissent par un peu profiter de ces produits-là, peuvent continuer d'exister. Mais ce que ça fait aussi comme effet bénéfique, c'est que ça va permettre à des gens de faire, dans le monde des startups, ce qu'on appelle un MVP. Exact. Donc, on a un produit minimum viable qui fait ce qu'il y a à faire, puis qu'à un moment donné, on va user à la corde. On va faire comme, OK, mais là, je pense qu'on a atteint le maximum de ce que le produit potentiel peut nous permettre. Mais clairement, c'est un produit qu'on aime, puis qu'on veut voir développer, puis qu'on veut adapter à notre réalité. Que la clientèle veut. Puis là, à ce moment-là, je me retourne vers l'agence, je me retourne vers la boîte, qui a les capacités, puis je leur dis, on va développer l'app. That's it. Fait que là, ça devient plus facile de justifier l'investissement, puis de voir cet horizon-là. Là. Fait que moi, je pense que les deux vont ensemble. Là. Il y a une clientèle pour ça, il y a un momentum pour avoir besoin de ce genre de choses-là. Ouais. Faut se trouver des gens qui connaissent ça, ou si à l'interne, je te donne un exemple, chez nous, chez Entrepreneuriat Laval, la startup incubateur à startup universitaire, à l'Université Laval, on avait, au lieu d'avoir une solution pour gérer un peu notre CRM puis notre workflow avec tout notre monde, on payait pour une plateforme X qui existait, qui était juste pour ça. On a tout refait en Airtable. En fait, je me suis fâché un été, là, puis j'ai dédié des heures à chaque semaine pour avancer ça. Tout fonctionne en Airtable, puis on est capable de tout faire avec ça. Mais bon, j'aime ça, puis c'est le fun, mais... Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça vous donne aussi le knowledge, la connaissance interne pour faire évoluer certaines choses. Alors que, à l'heure actuelle, dans le modèle qui existe, c'est que tu fais développer une app, tu cherches quoi, il faut que tu investisses, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut que tu aies de la disponibilité, c'est pas toujours évident. Fait que là, ce que c'est le fun, c'est que c'est vraiment ça cultive, puis ça force le développement de la connaissance à l'interne, puis je pense que c'est une bonne chose aussi parce que c'est l'idéal pour faire développer un produit. Absolument. Puis pour faire évoluer, en fait, un produit. Absolument. Okay.
un petit downside quand même que moi je veux quand même amener sur la glace, c'est que c'est sûr que quand tu fais du low-code, no-code, tu t'assois sur des technologies qui sont de type SaaS, qui sont en ligne. Donc, tu t'assois sur une tech de laquelle tu n'es pas propriétaire, qui n'est pas sur un serveur à toi. Tu n'as pas nécessairement le contrôle sur la reliability, là, à quel point elle va être là tout le temps, up and running, 99,999% du temps. S'il y a des petits bris, il y a des petits trucs. Puis souvent, dans le low-code, no-code, tu vas amalgamer plus d'un truc ensemble. Donc, tu vas faire affaire avec 1, 2, 3 services qui vont se jaser ensemble. Quand quelque chose se passe à telle place, il déclenche un processus à un autre endroit qui lui déclenche un autre processus à un autre endroit. Des fois, ça va être 3 systèmes que tu vas payer 4$ par mois, ces systèmes-là. Mais s'il y en a un qui tombe, ben, l'échiquier tombe un petit peu aussi. Fait qu'il y a certains downsides, mais... c'est pas parfait, mais clairement, encore une fois, comme on le dit, c'est un produit où il va y avoir de l'évolution, de l'avancée. Fait que ça va rendre peut-être ça va éviter peut-être d'amplifier ces phénomènes-là, puis ça peut rendre standardiser certaines façons de connecter les systèmes aussi, etc. Donc, en même temps, tu peux dis, le uptime à 99.9, je veux dire, je peux avoir développé mon app moi-même, l'avoir mis dans un App Store ou dans un Android Store, puis... pas à l'abri que ça pète, là. Exactement. Fait que, il n'y a rien vraiment qui est à l'abri, mais je comprends un peu le point qu'effectivement, là, le danger, c'est que ça fait qu'on connecte plus d'éléments externes pour arriver à nos fins, versus avoir un produit où on va développer tous les éléments dans un seul bloc monolithique. Là. À nous seulement, puis on va contrôler plus de portions du casse-tête. Cool, OK. Fait que c'était mon troisième sujet. Toi, as-tu encore... Non, j'avais décidé que j'arrêtais. Non, c'est pas vrai. J'en ai un troisième, je pense, qui est tout aussi intéressant que le deuxième. La crypto-monnaie va faire une percée et s'imposer comme modèle de transaction du futur de notre société. Eh là, tu vas là. Pourquoi tu penses que je les garde en dernier? Tabarouette. Parce que, sais-tu quoi, le pire, c'est que là-dedans, moi, tu sais, t'as peut-être vu mes affaires, puis moi, tu sais, comme source d'inspiration, hey, ChatGPT, quelles sont les plus grandes tendances qui s'en viennent? Tu sais, les prédictions technologiques. Puis là-dedans, il l'avait, là, crypto-monnaie, là, at some point, quelque part là-dedans. Ouais, blockchain et crypto-monnaie, c'était là. Et j'étais comme, mais vas-y, parce que c'est intriguant. Puis, ouais, qu'est-ce qui peut se passer, selon toi? Ben, c'est sûr que là, tout le monde dit oui, la crypto-monnaie. Premièrement, il faut comprendre que le modèle existant, maintenant, ça a combien, ça a combien d'années le Bitcoin et la crypto-monnaie? Je sais pas, 12-13 ans, peut-être? Dans ce coin-là, je pense. Je me souviens plus, mais ça a quand même un bon historique. Là. Ça fait un petit bout que c'est là. Puis tout le monde dit ça va crasher. Ça a 2009. 2009. Quand même, hein? Ouais. C'est quand même 15 ans. 15 ans. Ouais. C'est pas rien, là, 15 ans. Ouais. Donc, c'était rien en 2009, là, sûrement. Là, on va se dire, pas sûrement, c'était pas grand-chose. Ouais. Puis, tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Mais on a envoyé la blockchain comme quelque chose de révolutionnaire. La révolution n'a toujours pas eu lieu, la blockchain. Mais même si, quand on regarde le concept et qu'on pense à ce que c'est quand même très intéressant. On n'a pas réussi encore à trouver une application day-to-day quotidienne. Puis je pense qu'encore une fois, la tech n'est pas encore 100% là pour nous permettre de faire fonctionner ça adéquatement. Mais je pense que les principes de base de l'idée d'avoir une monnaie virtuelle, d'avoir une monnaie intangible, je pense que ça fait du sens. Je pense que si on réfléchit, puis déjà, on le sait que certains pays, comme le Canada, ont testé en vase clos, ont essayé de développer leur propre crypto-monnaie. Il y a des projets, là. Si vous faites vos recherches, vous trouvez c'est pas sur un petit site tabloïd caché. Au fédéral, là, ici, monnaie canadienne. Là, absolument. Okay. Ils ont fait des projets pilotes. C'est intéressant, ça. Donc, tu sais, il y a une idée derrière ça qu'à un moment donné, l'argent physique, il y a quelque chose que les gens utilisent de moins en moins là-dedans. Je sais pas toi, là. Mais moi, j'en ai plus d'argent physique. Ben, j'en ai si c'est nécessaire, je vais avoir un show, je sais que ça va être le DAWA pour payer ma bière, tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est, on parle de prédiction, on se projette. Je dis pas que c'est la première de mes prédictions qui va arriver, quoique, mettons que la deuxième me dérange peut-être plus. Mais je pense que c'est logique de penser qu'on va se rendre vers une monnaie digitale. Puis, est-ce que cette monnaie digitale-là va faire en sorte justement qu'on va éventuellement penser à une monnaie universelle? Là, ça c'est loin. Là,
Oh, Mais shit. ça OK. ouvre un pan intéressant, tu sais, Ouais. sur l'idée qu'il pourrait exister une monnaie universelle. Est-ce que ça va devenir une monnaie universelle? Je crois pas. Mais il pourrait en avoir une qui est universelle. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'intéressant derrière ça. Tu sais, puis le principe de la décentralisation, qui est un principe quand même intéressant. Mhm. C'est sûr que là, il y a énormément d'institutions derrière ça actuellement. Tu sais, les banques, c'est le modèle d'affaires, c'est basé sur l'argent et tout ça. Fait que, tu sais, il va y avoir des grosses révolutions à y avoir dans ça. Mais moi, ça fait partie des choses que je me suis toujours intéressé. J'ai déjà, comme tout le monde, j'ai miné, moi. Tu sais, j'ai eu des appareils, j'ai miné des bitcoins, Ouais. d'autres crypto-monnaies. J'ai une mining farm à un moment donné. Là, tu sais, j'étais impliqué avec d'autres amis là-dedans et tout. Puis on a arrêté pour plein de facteurs que je n'aurais pas ici. Mais c'était intéressant. Tu sais. C'était vraiment le Far West. Là. Moi, je compare ça à ce que j'ai vécu dans le temps aux gens qui, effectivement, là, qui partaient à la ruée vers l'or. Là, tu sais, OK, on va essayer de trouver nos affaires, C'est fou, hein? nos pépites d'or là-dedans. Ouais. Mais derrière ça, parce que je pense que là, l'élément négatif dans l'histoire, c'est que les gens focus uniquement sur l'idée qu'il y a du profit puis du cash à faire dans ce milieu-là. Puis Ouais. on voit juste ça. Enlève ça, là. Mets ça de côté. Dis-toi juste que ça pourrait juste être une monnaie virtuelle pour tout le monde. C'est ça. C'est point barre, là. Puis qu'après ça, on pense plus en termes de concept derrière de technologie puis d'idées derrière ça, là, vraiment les fondements. Il y a assurément quelque chose qui est d'avenir là-dedans. Là, tu sais. Absolument. Puis, il y a quelque part, je t'entends, puis je me dis, tu sais, le concept, je pense qu'il sera pas adopté demain matin partout, mais je pense que s'il y en est bien un qui va pas mourir, le concept d'une monnaie virtuelle, je pense que c'est celui-là. Je pense pas qu'on va en démordre, puis à un moment donné, on va dire, ouais, finalement, Ou en tout cas, du moins, il va servir de base sur une transformation ou sur une évolution. ouais. Il va faire comme un Pokémon. Il va évoluer. Il va évoluer, il va se transformer. Tu sais. Ce que je veux dire, c'est qu'il va sûrement servir de base technologique, que justement, à un moment donné, il y a des gens qui vont commencer à connecter d'autres avancées technologiques à Ouais. ça, puis qui vont faire comme, hey, et voilà, on a une innovation, on a quelque chose qui ressort de ça, qui fait que là, on a quelque chose de sérieux sur un produit de monnaie digitale. Mhm, J'ai fait par exprès pour dire crypto-monnaie et tout, mais Ouais. ma croyance personnelle, c'est vraiment ça. C'est de voir que toute l'énergie et tout ce qui a été mis dans ça et qui est encore là et qui existe, Ouais. qu'on le veuille ou non, Ouais. qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas, ça peut pas faire autre chose, à mon sens, que mener à autre chose. Mhm. Je vois pas comment ça peut juste tomber raide mort. Tu sais, je veux dire, à l'heure actuelle, on prévoit la mort du Bitcoin à chaque année. Ah oui. Puis d'année en année, ça survit. Puis Ouais. la capitalisation qu'il y a là-dedans Ça va. est croissante. Là. À date, là, j'ai le goût de dire Bitcoin price, ça allait bien récemment, je pense. Quand même, ça vaut 79 000. Ouais. OK, ça va mieux que ce que je pensais. Là. On est dans. OK, on est quand même dans un beau high. Là. Ah non, absolument. Fait que, Ça tu sais, fait un bout que j'ai pas checké ça. Je pense que j'ai dans un compte un point 0. En tout cas, avec le beau-père, j'avais acheté. On a acheté 1000$ de Bitcoin juste. Mais ça te donnait pas un Bitcoin. Non, ça non, te donnait absolument. une fraction de Bitcoin, mais mais la bonne chose que tu fais, c'est que tu prends ça et tu l'oublies. je l'ai complètement oublié. C'est ça. Mais C'est là, je suis merveilleux. content de voir que ça va bien. Oui, exactement. Mais je pense que c'est ça. Moi, le point que je vais amener là-dedans, c'est vraiment sur le fond, sur le principe que cette technologie est là, qu'on l'aime ou on l'aime pas, puis qu'elle peut juste amener vraiment à l'histoire de la révolution de la monnaie comme on la connaît pour l'amener à devenir une monnaie digitale. Ouais. Un nouveau chapitre de la monnaie là, qui pourrait s'en venir là, grâce à ça. Très hot, ouais, absolument. Ben, je suis en ligne là-dessus. J'ai hâte de voir où ça va j'ai hâte de voir quand ça va s'opérer, tout ça. Parce qu'il y a tellement d'acteurs et de gros joueurs. Tu sais, le domaine financier, les banques, là, c'est pas un petit joueur à faire bouger, mais au moins, je pense qu'ils sont sensibles. Là, je regarde les Wealthsimple de ce monde. Bon, c'est pas une banque, mais je pense que ça a été racheté. En tout cas, je pense que tu connais Wealthsimple, qui est Ouais. comme. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça a été racheté, mais en tout cas, c'est quand même un gros joueur là-dedans. Sais-tu quoi? Ouais. Moi, je pense que ce qui peut éventuellement paver le chemin vers ça, là, Ouais. c'est qu'il y a des banques indépendantes qui commencent à Uh-huh. apparaître. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va peut-être trouver une façon d'utiliser tout ça comme un edge
pour essayer de se démarquer du modèle traditionnel. Absolument. Puis réussir à convaincre les gens que, hey, il y a un bénéfice Mhm. de travailler avec une banque indépendante de ce style-là qui va avoir une tech qui va arriver avec une promesse. T'sais. Il y en a peut-être même déjà qui existent, qui ont déjà cette promesse-là, mais qu'à l'heure actuelle, l'adhésion n'est pas là parce que les gens sont sur l'histoire de ce qu'on entend qui est malheureusement que très peu positif sur ce qui se passe avec le monde des cryptos. Tu as parlé des NFT tantôt, ces affaires-là. Il y a juste beaucoup de hype puis d'histoires de c'est la pègre et la mafia qui blanchit de l'argent. Ouais. Donc, juste un rappel que avant que la crypto-monnaie existe, la mafia et la pègre existaient déjà. Il y avait déjà des moyens de blanchir d'argent. Donc, c'est certainement pas la crypto-monnaie qui les a permis de poursuivre ce qu'ils faisaient déjà. Mais moi, je vois quelque chose de vraiment là-dessus, puis j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir va dire là-dessus. J'ai aucune idée de l'horizon. Ouais, moi non plus. Ouais. Mais clairement, à regarder, là, puis à garder en tête de mire là-dessus. Voilà. Cool, OK. T'avais-tu d'autres points ou c'est... That's it. That's it? OK. Fait que bon tour de roue quand même. Ça pourrait même devenir un petit rituel annuel de début d'année. Non, moi je pense que c'est super intéressant. Moi je le fais parce que j'aime ça, puis toi aussi. Fait que à la base, je pense que ça peut être chouette de refaire l'exercice, puis OK, on sort notre boule de cristal, puis on fait l'exercice avec plaisir. Puis même, je lance l'appel à nos auditeurs. Vous, est-ce que là-dedans, il y en a qui sont plus dans votre boule de cristal, ou y a-tu même des trucs auxquels vous vous tenez mordicus que dans les prochaines années, c'est sûr que ça va décoller? Fait qu'hésitez vraiment pas à en faire part dans les commentaires. Puis écoute, c'est intéressant, on pourra creuser le sujet puis aller un peu plus en profondeur. Là. Moi, je trouve ça super intéressant comme idée. Exactement. En fait, reparlons un peu du mailbag. Hein? On l'a pas nécessairement dit à chaque épisode, mais tu sais, si vous avez des questions ou commentaires, tout ça, sujet, shootez-nous ça. Puis, comme je l'ai fait au départ en revenant dans le dernier épisode, non pas dans celui-ci, mais dans l'autre, de revenir sur certains sujets des épisodes précédents. S'il y a des éléments de mailbag, c'est un peu dans cette formule-là qu'on va le faire. On va faire un retour, puis on va se donner la possibilité là, d'échanger sur ces points-là. Ouais, parfait. Super. Joe, ça ressemble à ça. It's a wrap. Fabuleux épisode. Merci beaucoup. Puis on se revoit pour un prochain épisode de Super. Oui. Yes. Salut. Salut.